Cédric, bonjour. Quel est l'événement là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe actuellement chez Fibre Excellence? Mais là, actuellement, pour aujourd'hui, on est en attente du délibéré de la décision du tribunal de commerce d'hier. Oui. Et du coup, on est en attente du dépôt de, on va dire, de caution du potentiel repreneur de 2 millions d'euros. Donc là, Tarascon a été est en liquidation, c'est ce qui a été prononcé hier. Il y aura une confirmation demain. Et concernant Saint-Gaudin, là où on se trouve, il y a un délai, c'est bien ça? Ouais. Là, donc du coup, hier, sur les 6 entités, les requêtes ont été déposées. Donc pour Tarascon, SAS et Biowatt, des requêtes en liquidation ont été déposées et les délibérés devraient sortir demain. Oui. Pour Saint-Gaudens, on attend donc le fameux délibéré avec s'il y a un dépôt de caution de 2 millions d'euros du potentiel de la marque d'intérêt qui a été portée par le potentiel repreneur. Donc il y aura une continuité. Donc la requête, c'est liquidation avec continuité d'activité. Donc il y aura un nouveau calendrier mis en place par le tribunal. Et pour Cepso et Enviroforesterie, le délibéré sera le 3 août. Ok. Et l'entreprise, elle a été fondée en 1959, donc il y a un savoir-faire. Je vois qu'il y a des collègues qui sont là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Comment on se retrouve dans cette situation? On se retrouve là par une situation due à l'État qui a engendré une politique sur le marché du bois qui a complètement désorganisé le marché du bois parce qu'il n'a pas appliqué la directive RED 3 recommandée par l'Union européenne sur la hiérarchie des usagers du bois. Les prix se sont envolés? Les prix se sont envolés, donc non contrôle. Il a subventionné des énergies, des constructions de chaudières ou à partir de bois, de biomasse, Oui. sans contrôler du coup Il y avait moins de les bois bois. pour chez vous? Voilà, du coup du bois de l'énergie. En gros, que si on regarde avant 2020, le bois de l'énergie représentait 5 millions de tonnes. Les chiffres, je ne sais plus, c'était 5 000 tonnes, on va 5 000 dire, tonnes par an, non, c'est plus que 5 000 tonnes, c'est 5 millions de tonnes. 15 millions de et pour l'industrie, c'est 15 millions de tonnes. En gros, c'était un tiers, 2 tiers. Ok. Et maintenant, on est à moitié-moitié. Ok, donc il y a eu un changement de répartition. Et vous en subissez les conséquences? Et la conséquence est que nous, sur le marché, surtout dans la région Occitanie et dans la région PACA, c'est là où il y a eu le plus d'entreprises subventionnées pour énergie renouvelable comme ça, soit pour le granulé aussi, c'est là où on est le plus touché. Voilà, parce que je vois dans les Landes. Je vois qu'il y a énormément de banderoles où vous en prenez, vous en voulez un peu à Macron, même vos collègues, quand je discute avec eux, ils en veulent vraiment au gouvernement. C'est cette raison-là pour laquelle vous dites que le gouvernement, il va, entre guillemets, tuer votre industrie par rapport à la flambée du prix du bois. Oui, il a créé une distorsion sur le prix du bois qui a engendré du coup le manque de compétitivité sur le marché mondial. Oui. Et nous, sur le marché national, il nous a créé une distorsion sur le marché du bois qui nous a rendus complètement vulnérables. Et nos dirigeants, par contre, ça leur incombe pas eux, ne l'ont pas vu venir. Et on fait peut-être confiance à l'État dans leur savoir-faire et n'ont pas anticipé cette situation. Et du coup, nous ne nous sommes pas diversifiés dans les années antérieures. Et donc, du coup, on subit la crise de plein fer. Ok. Et donc, oui, il y a ça aussi. Il y a aussi, parce que, comment dire, il y a un savoir-faire. Vous êtes les 2 dernières entreprises en France à fabriquer de la pâte à papier. Mais à côté de ça, il y a eu un manque de diversification des produits pour vous? Oh ouais, on est les 2 derniers à fabriquer de la pâte à papier marchande. Marchande. Voilà. Oui. Donc ce qui veut dire que c'est notre produit fini. Il y a d'autres entreprises qui font de la pâte à papier, mais ils sont intégrés. Donc ce qu'on appelle intégrés, ils vont plus loin dans la chaîne et ils font des produits à valeur ajoutée plus forte. Okay. Voilà, et nous, c'est là où la diversification n'a jamais été faite, que ce soit pour Saint-Gaudens ou Tarascon, on n'a jamais fait aller plus loin dans la chaîne pour faire des produits à valeur ajoutée plus forte. Ok. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous attendez là maintenant? Bon, il y a une décision demain du tribunal, mais qu'est-ce que vous attendez vraiment concrètement que ce soit des tribunaux ou du gouvernement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement sauver ce savoir-faire qui disparaît chaque jour en France? Là, bon, on attend après du coup le repreneur, mais on ne devrait pas en être là. On devrait avoir le gouvernement qui aurait dû nous mettre sous protection bien avant ça et nous laisser tourner, nous donner
nous laisser en marche, Oui. qu'on montre en marche, parce que là on est incapable de montrer notre compétitivité, notre savoir-faire. Oui. Si l'État était intervenu pour nous protéger et trouver un repreneur en état en fonctionnement, ça aurait été bien plus facile. Oui. Parce que là, pour quelqu'un, ça coûte plus cher de redémarrer. Ça engendre plus de frais. Et nous, pour prouver notre savoir-faire et qu'on sait faire, c'est plus compliqué puisque c'est arrêté, quoi. Ok. Et justement, j'entends aussi que dans cette entreprise, là, dans votre entreprise, vous gérez aussi la station d'épuration pour Saint-Gaudin. C'est bien ça, c'est bien les salariés de cette entreprise qui gèrent la station d'épuration là des environs. Oui, c'est bien. Nous gérons la station d'épuration pour Saint-Gaudens, Villeneuve-de-Rivière et Estaing-Carbon. Et c'est pour ça que depuis que nous sommes à la porte de la liquidation, même si c'est une requête de liquidation avec continuité d'activité, le pouvoir est transféré au mandataire et on n'a pas la réponse du mandataire de comment ça va se passer, la sécurité sur le site et la gestion de la station d'épuration. Donc on a pris la décision il y a un peu plus d'une semaine de se mettre devant l'usine pour protéger notre outil et protéger la station d'épuration et protéger les riverains, parce que si personne n'est là pour la gérer, au bout d'un moment elle ne marchera plus. Voilà. Donc on s'est mis devant donc, pour protéger l'outil, pour protéger le territoire, le savoir-faire. Exactement. Et la souveraineté industrielle française, parce que pour moi c'est important d'avoir ce genre d'usine dans notre pays, ne pas laisser céder, dans les laisser partir. Une usine comme la nôtre à remonter, ça coûte 2 milliards d'euros. Donc si on ne redémarre pas, ça ne sera jamais reconstruit. Ok, donc c'est vraiment du savoir-faire qui sera même totalement perdu, peut-être même... Au niveau de la France, là ce ne sera pas une technique qui... une usine qui sera perdue, et nous, le savoir-faire, on sera obligé d'aller se vendre dans d'autres entreprises. Oui, et ce sera du savoir-faire perdu pour la France. Oui. Voilà. Et dernière question, même si j'ai fait le tour de vos collègues, voilà, c'est quoi votre sentiment? Parce qu'en plus, justement, vous êtes dans un bassin où l'emploi, les offres, c'est très maigre. Si vous en arrivez là à perdre votre emploi, il va y avoir quoi? Des actions en justice, il va y avoir d'autres événements, si vous en arrivez jusqu'à ce stade? Notre sentiment, c'est qu'on ne lâchera rien et que c'est pas possible. On ne peut pas perdre ça. On ne peut pas perdre ça et on le sait, notre usine... avec les avancées un peu qu'il y a eu, elle est rentable. Là, il faut juste l'adapter et maintenant il nous faut l'argent pour la redémarrer et pour qu'on puisse prouver qu'elle est rentable, même en l'état, et après derrière on fera la diversification une fois qu'elle est démarrée. Notre projet est viable sans problème. Bah oui. Voilà. Et quand on nous parle tous les jours de réindustrialisation du pays et qu'on voit chaque jour des entreprises fermées en France, il serait peut-être judicieux de sauver déjà les entreprises où il y a le savoir-faire, où il y a le personnel qui est présent, que toujours vouloir créer de nouvelles entreprises sans même s'intéresser à celles qui vont fermer. Vous avez raison, il vaut peut-être même mieux si l'État doit nous mettre 100 millions d'euros. Je sais pas, j'ai dit un chiffre au hasard. Vous les donnez à nous, un savoir-faire, il est déjà là, il n'y a pas besoin de le construire. L'usine est déjà là, elle est construite. Exactement. Et on va la redémarrer, et on va fonctionner, on va prouver qu'on est rentable. Et derrière, on fait une diversification. Vaut mieux mettre de l'argent public pour sauver des entreprises qui sont là. Il y a le savoir-faire que d'aller mettre des millions d'euros dans des startups ou dans des nouvelles entreprises. On voit avec les voitures électriques, les batteries électriques. On ne crée pas de richesse. Qui au final, les projets sont non viables, alors que vous êtes là, ça tourne, ça marche. On ne crée pas de richesse et on veut sortir du plastique. Et donc la pâte à papier, on le voit, on a de plus en plus d'emballages cartonnés. Les emballages alimentaires deviennent des emballages cartonnés. Donc la pâte à papier est un produit d'avenir. Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire. On est capable de faire, voilà. On peut évoluer avec notre temps et par contre, il faut redémarrer pour nous donner la chance de pouvoir le faire. Et dernier point, je vois que dans l'entreprise, il y a 2 turbines qui fabriquent de l'électricité. Donc on voit que l'entreprise fabrique du produit fini, on voit qu'elle gère les stations d'épuration des agglomérations aux environs, et en plus de ça, elle a 2 turbines qui fabriquent de l'électricité, donc qu'à l'époque l'État vous rachetait à bas prix. Bon là, il y a une négociation sur la revalorisation qui vous ferait gagner peut-être 8,5 millions, mais même ça, c'est pas encore sûr. Si, ça c'est sûr. C'était écrit que pour le futur repreneur, ce serait... Pour le futur repreneur, il y aurait une revalorisation de... Oui, pour le repreneur, c'était acté pour le projet de reprise par les dirigeants avant et l'ancien actionnaire. Et nous, l'État nous l'a écrit que c'était acté pour tout repreneur qui arriverait. Et pour vous, l'offre de M. Pigas, elle était viable? Elle était viable, voilà, parce que ce que je dis, c'est si on redémarre
Une fois qu'on a l'argent pour le redémarrer et qu'on fait la diversification, on va prouver notre rentabilité. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu les garanties, la chance de le prouver, et l'État n'a pas donné les garanties sur les prêts, sur le leaseback, ce qui s'appelle le leaseback. Oui. Avec la BPI, il n'a pas voulu donner, il fallait une garantie d'État, il ne l'a pas donné. Et parce que justement, avant le reste. Quand on lit la presse, on a l'impression que l'État vous a déjà donné 100 millions d'euros, qu'ils vont vous redonner 100 millions d'euros et que peut-être que ça va se terminer en 300 millions d'euros. Mais moi, quand j'interroge et que je passe mon temps avec vous, c'est pas ce que j'entends et c'est pas ce que je vois sur le terrain. C'est quoi la version Les premiers 100 millions, c'est l'État qui les a donnés à l'ancien actionnaire à fond perdu, puisqu'il n'y a donné aucune garantie de retour sur investissement, on va le dire comme ça, parce que c'est notre argent public, mais nous, on n'y est pour rien. Bah oui. Et le repreneur, ça ne lui impute pas à lui, puisque c'était l'ancien actionnaire, donc ça ne sert à rien de les mettre dans la balance. Et après, donc, il y a les 8,5 millions sur les 20% d'électricité, oui, ça incombe à l'État. Les quotas CO2, ça n'incombe pas à l'État, c'est au niveau européen. Et après, le reste, les 75 millions, c'est 6 diversifications, mais c'est que des prêts garantis par l'État. Okay. Donc, on n'est que sur des prêts garantis par l'État. Donc, les prêts, la définition d'un prêt, c'est de le rembourser. Donc, oui. Voilà. Si on tourne, c'est nous qui le remboursons. Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne lutte. Et en espérant que justement, ce savoir-faire ne disparaît pas, car on voit que chaque jour, c'est des entreprises avec du savoir-faire de 50 ans, 70 ans, 126 ans. Vous êtes là depuis 1959 et ça serait dommage de venir tout perdre là comme ça du jour au lendemain. Oui, tout à fait, ce serait dommage. Il y a des familles entières, qui travaillent, il y en a des générations entières qui travaillent. Vous avez un retraité ici. Et même des sous-traitants. Qui a son fils dans l'entreprise, d'ailleurs. En plus, et moi j'ai entendu dire que c'était une entreprise qui faisait marcher énormément de sous-traitants. Ouais. Il y a même 3 semaines dans l'année où c'est à l'arrêt, où il y a 1000 personnes en plus sur le site pour venir faire tout ce qui est maintenance, remise en normes, tout ce qui est sécurité. On parlait de 10 000 emplois induits, donc pour une seule c'est 5 000. Oui. Mais 5 000 emplois, du coup, ça représente derrière 5 000 familles. Donc, exactement. Voilà, que ça fait vivre, donc ça fait vivre du monde. Très bien. Encore un grand merci à vous. Merci.